Muy buenos días a todos. Es un placer. Bonjour, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au sein de cette rencontre. Donc, souveraineté numérique en Europe, un nouveau cadre pour accélérer l'innovation et la compétitivité. Alors, le discours de bienvenue est à la charge de son Excellence, l'ambassadeur français en Espagne. Madame la secrétaire d'État, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Cher Stéphane, d'OVH Cloud, monsieur le chef de service de l'économie numérique au ministère de l'économie et des finances à Paris, qui est avec nous en liaison par liaison virtuelle. Chers invités, quelques mots en français pour commencer, pour vous dire que c'est un plaisir de vous accueillir ici, dans cette belle résidence, entre ces deux tapisseries de Picasso, exceptionnelles, pour cette rencontre organisée dans le cadre, localement, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et donc réunion consacrée à la souveraineté numérique, quelques mois après la conférence ministérielle qui s'est tenue à Paris à ce sujet. Je souhaite remercier OVH Cloud, bien sûr, et son directeur général, Michel Paulin, pour la co-organisation de cet événement à Madrid, dans le cadre du cycle de conférences que OVH Cloud a organisé en Europe, et après les étapes antérieures à Rome, Berlin et Varsovie. Je tiens également à remercier tout spécialement Madame Carmen Artigas, secrétaire d'État espagnole à la digitalisation et à l'intelligence artificielle, de consacrer du temps à ce dialogue avec nous dans un agenda que l'on sait très chargé. Et je vais passer maintenant aux questions. Vamos a hablar de soberanía. On va parler de souveraineté. Voici l'objectif principal, donc le leitmotiv, disons, le leitmotiv moteur de notre présidence au Conseil de l'Union européenne. Cette souveraineté est aujourd'hui un défi technologique surtout. L'Europe doit être en mesure de contrôler ses propres données. C'est une observation qui prend de plus en plus d'importance avec l'évolution actuelle de notre espace numérique, de la multiplication effectivement des cybermenaces, la capture effectivement de plus en plus importante de nos données et les pratiques monopolistiques de plusieurs géants technologiques qui sont bien évidemment qui sont parmi les éléments centraux de nos inquiétudes. La mission de la présidence française du Conseil de l'Union européenne est de faire émerger justement un modèle technologique européen, une voie différente de la voie chinoise et de la voie du laisser-faire, que nous pourrions qualifier effectivement comme étant la situation américaine ou britannique, un modèle qui se rapproche de notre modèle en garantissant la sécurité de nos données, des normes de commerce juste, équitable et l'intégrité des contenus en ligne. Voilà, deux conditions. D'abord, l'utilisation de la régulation européenne, bien évidemment guidée par les citoyens, par les États et par la Commission européenne, et les eurodéputés pour justement superviser les utilisations numériques dans notre sol. L'Europe est pionnière dans ce domaine et le règlement RGPD, je pense que c'est ainsi qu'on le dit en espagnol, qui a été approuvé donc en 2018, standard mondial maintenant pour les nouvelles lois de protection des données personnelles. Nous poursuivons donc ce travail dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne avec deux directives ambitieuses que nous espérons voir approuvées bien évidemment au cours de ce semestre, et nous avons de bonnes raisons d'espérer justement ce succès avec donc bien évidemment les travaux qui sont réalisés, qui sont menés à bien dans le cadre aussi bien du Conseil que du Parlement européen, et dans le dialogue entre le Conseil et le Parlement, deux directives qui sont la directive des marchés numériques et la loi des services numériques, des services digitaux. La loi des marchés digitaux, la DMA,
comme on l'appelle, réglera les grandes plateformes qui contrôlent donc l'accès aux marchés digitaux, les obligera à suivre et appliquer les normes de concurrence, d'une concurrence voilà, équitable, en ouvrant davantage de gamme aux consommateurs et en innovant bien évidemment, et puis la DSA, la Digital Services Act, qui permettra la diffusion de contenus illégaux, donc qui contrôlera donc les produits dangereux en ligne, justement et précisément pour protéger les mineurs. Le 20 janvier, le Parlement européen a confirmé donc son soutien à la loi des services digitaux et a renforcé son périmètre en ajoutant des sauvegardes contre la publicité et contre la désinformation. Ces deux textes, en fait, voilà, seront deux progrès, deux avancements concrets, puissants au nom de l'Europe et important pour récupérer le contrôle de notre espace digital et de responsabiliser les acteurs. Il s'agit donc de deux priorités pour notre présidence française de l'Union européenne. En parallèle, il est fondamental de faire mention aujourd'hui, fondamental, je voulais dire, d'en faire mention aujourd'hui justement parce que nous avons construit l'initiative européenne Gaia X. Depuis sa conception, le projet était, depuis le tout début, très très clair, proposer des standards et les lignes de la souveraineté, d'infrastructures souveraines pour tous les Européens. La crise Covid-19 est venue nous rappeler justement quelque chose d'essentiel, à savoir que le stockage de nos données, notamment des données sur la santé parmi les plus sensibles, sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, en étant protégés donc des problèmes de fourniture mondiale ou des interférences d'acteurs étrangers. Aujourd'hui, Gaia X réunit à plus de 300 chercheurs, entreprises, fournisseurs et des citoyens bénévoles pour définir ensemble des standards d'ouverture, de transparence et de fiabilité pour les services européens sur le cloud. Donc, au centre de ce projet, donc, les entités locales sont de grande importance pour alimenter le dialogue dans chaque État membre. Dans ce cadre, nous sommes contents d'être présents et de voir la naissance de Gaia X, le hub espagnol qui a été présenté en juillet 2021 et dont l'Assemblée constituante s'est tenue il y a quelques 2 jours à Talavera de la Reina, qui est son siège, l'événement organisé aujourd'hui, ainsi que ceux qui ont eu lieu à Varsovie, à Berlin et à Rome, dont j'ai déjà fait mention, nous rappellent tout simplement à quel point donc les Européens sommes immobilisés, mobilisés sur ce sujet. La construction d'une puissance digitale européenne est fondée sur une innovation. La France, dans le cadre de la conférence sur la souveraineté digitale de l'Union européenne, qui s'est tenue à Paris le 7 et le 8 février, a fait donc un appel au réveil et à l'éveil technologique de l'Europe vis-à-vis de la concurrence chinoise, de la concurrence des États-Unis. L'Union européenne doit soutenir des sujets européens dans les secteurs donc technologiques clés, et ceci demande d'importants investissements à hauteur de celles qui ont été réalisées par nos concurrents. Les IPCI, donc à savoir les projets importants donc d'intérêt commun européen, ont été lancés dans ce but, et nous espérons pouvoir lancer complètement l'IPCI, donc cloud, cette même année, justement pour développer des solutions européennes sur le cloud pour nos citoyens et pour nos entreprises, bien évidemment, en créant de l'emploi et de la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne. La France s'est engagée avec une contribution allant jusqu'à 300 millions d'euros. L'innovation passe également par un soutien particulier de nos startups qui sont au centre de notre écosystème digital d'avenir. Le cadre de la présidence française au sein de l'Union, eh bien, dans ce cadre, notre pays continue à pousser cette initiative Scale Up Europe, dont l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait 10 géants technologiques valorisés à plus de 100 milliards d'euros dans l'Union européenne d'ici 2030.
18 États membres se sont déjà donc venus s'ajouter à ce projet, parmi lesquels l'Espagne, et il faut que nous continuions à nous mobiliser justement pour faire de l'Europe une région de talent technologique. D'avoir à nos côtés des acteurs majeurs du numérique de France et d'Espagne pour discuter ensemble de ces sujets. Nous serons très heureux d'entendre la manière dont l'Espagne apporte sa propre contribution à cet agenda, en écoutant Madame la secrétaire d'État espagnole en charge du numérique en clôture de cet événement. J'espère que vous profitez d'un échange riche et de haut niveau. Et je laisse la parole, je crois, à Madame Mónica Valle pour introduire cette table ronde. Merci à tous de votre attention. Muchísimas gracias por su atención y por estar aquí participando en... Merci d'être ici, merci d'être venu pour participer à cette réunion extrêmement importante. Merci. Merci, Votre Excellence. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci au nom de tous les conférenciers pour cette hospitalité. C'est un véritable plaisir de faire partie de cette rencontre qui se tient à la résidence de France à Madrid, un événement à haut niveau au cours duquel nous allons parler de la souveraineté numérique en Europe, un nouveau cadre pour accélérer l'innovation et la compétitivité. Sur ce sujet, voilà le sujet de cette table ronde avec les participants extrêmement importants qui nous accompagnent. Nous sommes très contents d'être ici avec vous et de pouvoir animer cette séance. Cet événement a déjà été déroulé en Allemagne, en Pologne par exemple, et nous allons ensuite en Estonie et en Italie pour réfléchir justement et de mettre sur la table un sujet extrêmement important à l'heure actuelle pour maintenant et pour l'avenir, et toujours avec l'appui des ambassades françaises dont nous remercions l'hospitalité et en collaboration avec OVH Cloud dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au cours de ce premier semestre 2022. Le sujet dont nous allons nous entretenir aujourd'hui est extrêmement important. La technologie connaît une évolution impressionnante et qui change la façon dont nous nous communiquons, dont nous nous connaissons, et la digitalisation donc qui est accélérée au sein des entreprises et de nos propres maisons. Les données sont un axe fondamental tous les jours. Chaque minute, d'énormes quantités de données sont générées, des données extrêmement importantes. Et avec ces données, la technologie cloud est un des piliers de la transformation digitale et son rôle est critique. Pour que vous fassiez une idée, en Europe, le marché du cloud computing s'est développé de 27% tous les ans entre 2017 et 2019 pour atteindre une valeur de 53 milliards d'euros en 2020. On estime qu'il continuera de se développer avec force sur les prochaines années et dépassera les télécommunications pour arriver en 2030 à une valeur de 9 fois sa valeur actuelle. Ceci impliquera bien évidemment de créer plus de 500 000 emplois en Europe. 500 000 emplois supplémentaires, donc le moment est unique, l'heure est grave donc dans ce contexte dans lequel la souveraineté est plus importante que jamais. L'Union européenne s'est proposée de faire de l'Europe le centre de la souveraineté digitale en se basant sur la transparence et sur l'autonomie stratégique. Elle reformule donc son économie digitale pour fixer un nouveau cadre qui lui permettra de développer la compétitivité européenne et avec la technologie, bien évidemment, comme levier principal, une opportunité exceptionnelle justement pour définir ses propres règles, prendre des décisions technologiques autonomes et développer des capacités et des infrastructures digitales et stratégiques. Bon nombre de défis sont au centre de cette réunion réglementaire, mais des opportunités également au niveau de la compétitivité, de l'industrie ou de l'innovation. D'autre part, en sachant qu'il s'agit d'un sujet décisif auquel s'affronte l'Europe à l'heure actuelle, aussi bien en termes d'autonomie stratégique, au niveau technologique, industriel et bien évidemment au niveau de cybersécurité. La protection des systèmes et des données est fondamentale, nous le voyons, et il ne cesse d'augmenter, donc la sophistication des menaces ne cesse d'augmenter, surtout à des moments par lesquels nous passons aujourd'hui, dans lesquels le cyberespace devient un véritable champ de bataille. Nous allons
parler bien évidemment au cours des prochaines minutes avec les experts qui nous accompagnent et que je vais vous présenter d'ores et déjà pour qu'ils nous rejoignent. Donc Alberto Gago est avec nous, donc conseiller de la secrétaire d'État à la digitalisation et à l'intelligence artificielle du gouvernement de l'Espagne. Alberto, sois le bienvenu, merci de nous accompagner. Michel Paulin, CEO de OVH Cloud, merci beaucoup. Monsieur Paulin, merci beaucoup. Merci d'être là. Daniel Saez, directeur d'intelligence stratégique et transfert de l'Institut technologique d'informatique et membre du conseil de direction de Gaia X. Pilar Torres, CEO donc Atos Iberia. Bienvenue Pilar. Et en distant, le chef du service de l'économie digitale du ministère français de l'économie, Mathieu Weil. Bonjour, bonjour. Mathieu, bienvenue. Merci beaucoup d'être là, merci de nous accompagner. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, je vais profiter justement pour vous dire que cette table ronde, en fait, est retransmise en direct et que nous vous invitons, bien évidemment, à vous joindre à nous, à participer online à ce débat. Nous allons ensuite prendre des questions du public. Le public distant est présent. Tout le monde peut poser ses questions via le chat sur la plateforme streaming et les participants présentiels ont des cartes que vous avez pu trouver, j'imagine, sur vos chaises. Vous pouvez écrire les questions et prendre contact avec l'organisation qui retransmettra vos questions. L'organisation est en train de stocker toutes les questions pour ensuite pouvoir les poser. Merci beaucoup. Alors, je laisse sans plus attendre. Voilà, je m'en vais rejoindre mes conférenciers. Alors, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être là. Alors peut-être pour se mettre un petit peu dans le contexte, j'aimerais bien quand même poser les bases, on parle de souveraineté, j'aimerais savoir que veut dire pour vous que cette souveraineté, à quel point en est-on au niveau européen pour atteindre justement voilà, ces objectifs prévus. Alberto, on commence, quels sont ces principaux défis pour l'Europe, concrètement pour l'Espagne, hein, pour la souveraineté numérique, quelles sont les lignes de travail réalisées en Espagne et les opportunités en termes d'innovation et bien évidemment de compétitivité. De France pour organiser cet événement aussi, le OVH Cloud, pour débattre cette politique très importante pour l'Espagne, qu'on veut avancer aussi dans le sein de l'Union européenne et aussi dans le sein de la OCDE. Et maintenant, je vais parler en espagnol parce que c'est un peu plus facile pour moi. Alors, je pense que la souveraineté digitale, en fait, c'est un terme qui s'utilise depuis longtemps en matière de défense, mais peu à peu, on s'est rendu compte que l'énergie, l'économie et tout ceci impacte la géopolitique mondiale. Par conséquent, on a essayé, par le biais de l'Europe, de commencer à dire que nous devons commencer à fixer des règles d'action, des règles du jeu dans le monde online, de la même façon que nous avons fixé dans le monde offline, et non seulement pour maintenir la souveraineté de nos États en tant que tels, mais pour protéger nos citoyens, pour nous assurer que ces citoyens ont les mêmes droits dans le monde offline et dans le monde online. Dans ce sens, je pense qu'il faut remercier justement ce leadership de l'Union européenne pour établir la législation en matière de digitalisation. L'ambassadeur a déjà fait mention, bien évidemment, des propositions législatives, hein, donc qui établissent des normes sur la façon dont on peut retirer le contenu online donc des plateformes, mais qui aident énormément à la désinformation en établissant par exemple des obligations sur la transparence des paramètres, hein, les algorithmes qui modèrent le contenu. Nous avons également la Digital Market Act qui est en fait à la fin une législation qui, comment dire, elle assure que les règles de concurrence sont respectées sur les marchés numériques, surtout par les acteurs, hein. Bien des fois c'est les entreprises, de très grandes entreprises qui ont plus de pouvoir que les États, bien souvent, hein, pour organiser cet écosystème. Il faut qu'elles respectent des normes qui permettront de garantir la neutralité et l'accès donc aux accès digitaux, l'accès équitable. Et sous le leadership du secrétariat de l'État en Espagne, nous nous focalisons sur deux législations, sur deux propositions législatives émises. Alors, l'intelligence artificielle et l'intelligence des données. L'intelligence artificielle, on pense que c'est une approche adéquate, que c'est une approche, comment dire, flexible, hein, qui permet, qui nous parle du risque et qui permet de développer l'innovation tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens lorsqu'ils sont soumis à des décisions par des algorithmes. Alors, dans la loi des données,
Ce qu'on est en train de voir de plus en plus, c'est que nous devons être souverains, hein, donc dans le brassage de nos données, dans le contrôle de nos données, et la secrétaire d'État le dit souvent, c'est le positionnement de l'Espagne. D'ailleurs, la souveraineté numérique passe de façon obligatoirement, de façon sine qua non, par la souveraineté des données. La souveraineté des données, non pas seulement en tant qu'individu de nos données personnelles, mais la souveraineté des données des entreprises qui génèrent ces données, qui investissent justement en infrastructure, dans des bases de données pour effectivement mettre ces données donc en capacité d'être utilisées. Et il faut assurer que ceci est ainsi et que le positionnement en fait que nous avons en tant qu'Europe, c'est un positionnement qui donne accès aux Européens aux données sans couper l'accès aux acteurs internationaux, mais toujours en respectant et à condition qu'ils respectent nos droits, nos valeurs, hein, nos normes européennes. Dans ce sens, ce que nous voyons, c'est que toutes ces normes font un petit peu un patchwork. Vous savez, dans les services numériques, il y a l'intelligence artificielle. Et en Espagne, nous avons une vision, nous avons essayé d'avancer au cours de ces 2 dernières années, une vision centrée et focalisée dans l'être humain, une vision anthropomorphe. Nous avons rédigé une charte des droits digitaux dans laquelle nous mettons vraiment noir sur blanc, dans une liste, tous les droits que les individus dont les individus doivent pouvoir jouir parce qu'ils les ont déjà offline, donc il leur faut online, ou il en faut peut-être créer ex novo pour online de nouveaux droits, et il faut que les individus puissent jouir de ces droits pour pouvoir les activer. J'aimerais mettre en valeur cette initiative, notamment parce que, en fait, nous pensons que c'est un succès pour l'Espagne. Ceci a généré un débat, ceci a généré une conscience sociale qui n'a pas été forcément générée dans d'autres pays parce qu'ils n'ont pas fait peut-être cet exercice d'unification dans un même document, tout ce qui est donc le pouvoir donc de l'individu dans le monde digital. En guise d'exemple de ce succès, je voudrais vous dire que ceci a pesé sur la déclaration solennelle sur les droits digitaux de l'Union européenne. L'Espagne a été le pays qui a le plus contribué aux réponses publiques de la consultation européenne sur cette déclaration, et que nous souhaitons continuer à avancer dans ce sens-là, hein, dans cette vision humaniste, je vais dire, avec des exemples concrets dans d'autres scénarios internationaux, par exemple comme l'OCDE. L'Espagne sera le prochain amphitryon donc de la conférence ministérielle de l'économie digitale de l'OCDE, et nous voulons faire le même exercice, mais avec d'autres pays qui partagent une série de valeurs démocratiques. Voilà, comment pouvons-nous parler avec les États-Unis, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Australie, avec l'Amérique du Sud, donc pour créer justement une recommandation, par exemple, hein, on est là pour rêver en grand, hein, sur les droits dans le monde digital. Voilà, on pousse ce travail en Espagne et on pense que ce travail développe la souveraineté digitale et en plus donne du pouvoir à l'individu. Alors voilà, un petit peu pour finir, parce que je ne veux pas m'étendre, mais je voudrais laisser la parole à mes collègues. Toute cette législation que nous créons au niveau européen est une législation avec une ambition internationale. Nous l'avons vu avec la DGPR, avec la RGDP. Nous l'avons vu à la fin. Des États-Unis ont fait un copier-coller de notre législation pour protéger les données personnelles dans leur pays. Enfin, l'Europe avance d'une façon tierce, différemment, pour gouverner le monde digital, et que c'est une façon qui à long terme donnera beaucoup plus de résultats et va donner beaucoup plus de jeux, comme on dit, hein, parce que par le biais de la législation, on développe de nouvelles manières, de nouvelles façons de créer des produits qui répondront à ces défis. Et simplement, je pense que c'est quelque chose de bénéfique, de vertueux, qui va nous donner beaucoup de compétitivité au niveau mondial. Et pour finir, cette fois-ci vraiment, en ce qui concerne l'innovation avec la DGPR, on a commencé un nouveau marché, c'est le marché des Personal Information Management Systems, qui a été développé grâce au droit de la portabilité de la GDPR, et ceci va être le cas avec toute la législation européenne. À la fin, les entreprises vont répondre à ce défi, et nous le voyons également avec certains géants même américains qui voient déjà comment peuvent-ils fournir cette souveraineté en Europe de façon concrète. Merci beaucoup.
Je suis complètement d'accord avec ce règlement général de protection des données personnelles. C'est une référence internationale, bien évidemment, et comme tu le disais, il est fondamental de fixer ces règles d'action tout en étant souverain et en passant par les données. Donc en se focalisant sur l'être humain. Je passe à Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour la France. Bonjour. Hein, voilà. Alors, la question en fait, pour vous, première question. Alors, l'ambassadeur en a fait mention. La France a communiqué qu'elle veut profiter de la présidence semestrielle du Conseil de l'Union pour développer, pour pousser la souveraineté donc climatique, digitale. Voilà. Stratégique. Donc, quels sont les points clés pour renforcer cette souveraineté digitale en Europe? Et par rapport à ce que nous a dit Alberto à l'instant, par rapport à l'Espagne, il existe des différences entre les défis et les opportunités que l'on trouve? Merci. Alors, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. Merci à l'ambassade, à nos collègues espagnols que je suis heureux de retrouver. Et puis, bien sûr, merci à OVH Cloud. Je regrette juste de ne pas pouvoir être sur place aujourd'hui, ce qui aurait été encore mieux à la fois pour moi et peut-être pour l'audience. En tout cas, je l'espère. Effectivement, hein, Son Excellence l'a déjà rappelé. Il y a dans le programme de la présidence française du Conseil de l'Union européenne une priorité extrêmement forte qui est posée sur le numérique. Comme vous le savez, il y a une vision de construire un nouveau modèle européen. Et dans ce nouveau modèle, la dimension numérique joue un rôle de tout premier plan pour pouvoir construire un modèle numérique européen souverain, c'est-à-dire qui serve les citoyens et qui, à ce titre, s'entendent comme une souveraineté, premièrement, à l'échelle européenne, et deuxièmement, une souveraineté qui permette la liberté du choix. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve avec nos collègues espagnols, et notamment cette notion de souveraineté au service de citoyens, au service de l'innovation, au service de la promotion de nos valeurs. Et je sais qu'Alberto a largement parlé de cette initiative sur la charte des droits numériques prise en Espagne, qui est une inspiration, je pense qu'on peut le dire, pour les travaux qu'a menés la Commission et qui sont sur la table du Conseil aujourd'hui sur la déclaration interinstitutionnelle sur les valeurs liées au numérique. Et donc, clairement, l'Espagne joue un rôle de premier plan dans ces discussions. Ensuite, dans la présidence française du Conseil, nous avons mis deux grands piliers qui ont déjà été un peu décrits, mais sur lesquels je vais revenir, et qui sont complémentaires. Alors, certes, nous avons le pilier de la régulation. Le pilier de la régulation pour que l'Europe fasse valoir ses propres règles et s'assure qu'elles soient effectivement mises en place. Parce que nous avons besoin aujourd'hui, face aux géants du numérique, face à l'émergence d'un certain nombre de risques, notamment sur la cybersécurité, puis bien sûr l'ensemble du panorama des risques géopolitiques, dont on sait que l'évolution est malheureusement tout à fait dramatique, de maintenir notre capacité à fixer nos règles, à fixer notre modèle de société, y compris dans le numérique. Alberto l'a très largement rappelé. Néanmoins, nous avons un second pilier et fixer des règles n'aurait pas de sens si ce second pilier n'était pas lui aussi mis en œuvre, qui est le pilier de l'innovation. Il n'y a qu'en ayant en Europe des acteurs de premier plan, des acteurs compétitifs, des acteurs qui offrent les bonnes solutions aux citoyens et aux entreprises, que nos règles peuvent réellement être suivies d'effets concrets. Et ça, c'est un élément qui est très important pour nous, qui a été déjà largement évoqué. Il n'y a pas de souveraineté numérique sans acteurs européens du numérique. Donc, nous avons pour cela mis l'accent sur plusieurs choses. L'ambassadeur l'a évoqué tout à l'heure, nous avons conduit une conférence sur la souveraineté numérique européenne début février en mode hybride, puisque à cette époque-là, nous ne pouvions pas le faire en présentiel, mais au cours de laquelle on a mis l'accent sur un certain nombre de conditions
pour faire émerger cette innovation européenne, des conditions sur les talents, et évidemment les compétences sont la clé de l'ensemble de ce que nous pouvons réussir sur ces sujets, des compétences, des éléments sur la technologie, j'y reviendrai, et des éléments sur le financement de l'innovation et notamment la capacité à faire grandir nos entreprises, les scale-ups, comme on dit en bon français. Et là, on s'est appuyé sur une initiative qui était lancée par la présidence portugaise du Conseil il y a maintenant un an, Scale Up Europe, et pour adopter une déclaration qui a été d'ailleurs signée avec nos collègues espagnols, que je remercie à nouveau, pour mobiliser à l'échelle européenne un écosystème de financement de l'innovation, et c'est un élément très important. Nous avons également besoin de réduire nos dépendances technologiques. Et en ce moment, nous sommes évidemment très mobilisés sur les dépendances dans le monde énergétique, mais sur le monde technologique, nous savons que nous avons beaucoup de chemin à parcourir aussi. Le CHIPS Act a été mis sur la table par la Commission et c'est un chantier important. Et dans le domaine du cloud, nous savons que nous devons investir plus pour être plus présents dans ce secteur, renforcer nos acteurs clés, notamment OVH Cloud, qui en est un très très bon exemple. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé cette IPCEI, programme important d'importance économique commun en Europe. Et donc, nous devons aller plus vite. Nous sommes ravis de savoir que nous avons 12 États qui participent à cette initiative. L'Espagne est extrêmement présente et un acteur incontournable. Donc, nous continuons à joindre nos forces sur ces sujets et c'est absolument essentiel. Et puis, je terminerai juste ce premier point pour montrer à quel point nous sommes vraiment très en phase avec nos collègues espagnols sur la vision, sur la nécessité de rendre les marchés plus fluides, avec une meilleure concurrence, une meilleure équité. Et pour cela, certes, il y a de la régulation, mais il y a aussi des initiatives innovantes, de la standardisation, et c'est notamment le rôle de Gaia-X, qui est une initiative absolument essentielle pour renforcer cette souveraineté numérique européenne, en permettant à l'ensemble des entreprises d'avoir un véritable choix dans les fournisseurs, de pouvoir passer de l'un à l'autre, et donc de pouvoir bénéficier pleinement de l'économie de la donnée. Donc on attend beaucoup de Gaia-X, on a besoin de la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs sur ce sujet, c'est pour ça qu'on est vraiment enchanté de voir que le hub espagnol a été officialisé ces derniers jours. Nous réunirons bientôt d'ailleurs à Paris les différents gouvernements impliqués, disons pour un peu suivre l'initiative. Et je pense que nous aurons derrière Gaia-X une dynamique qui se met en place entre entreprises, fournisseurs, utilisateurs du cloud, et que cette dynamique portée par le secteur privé jouera un rôle absolument essentiel dans la réussite de notre initiative de souveraineté numérique européenne. Voilà, je m'en tiendrai là pour l'instant. Et effectivement, en résumé, nos différences avec l'Espagne, s'il y en a, elles sont vraiment très minimes. Nous partageons vraiment énormément, à la fois en termes de vision, de valeurs et de projets à conduire avec nos collègues espagnols, ce qui est cohérent avec le fait que cette souveraineté numérique européenne, elle se construit en équipe. Merci beaucoup. Oui, en joignant les forces et les efforts, on parlera de Gaia-X plus tard, et de ce pilier, effectivement, ce pilier, à savoir l'innovation. Merci beaucoup, vraiment, Mathieu. Et nous poursuivons Michel, le cloud, on a parlé, ce n'est pas qu'un sujet technique, ce n'est pas qu'un sujet de technologie, c'est de la gouvernance aussi. Je veux dire, si on ne prend pas de décisions importantes, l'Europe pourrait perdre la moitié de l'impact économique sur ce marché. La question, est-on à temps? Sommes-nous à temps? Et quelles sont les étapes supplémentaires? Quels sont les jalons à franchir après ce qu'on a fait? Merci. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour nous recevoir dans cet endroit qui est la Maison de France, qui est exceptionnel. C'est extraordinaire, donc merci.
Et merci aussi à Madame la Ministre d'être présente. Et je m'excuse, je parle en français parce que mon espagnol n'est pas assez précis. Et j'ai peur de faire des impairs. Et dans un endroit de diplomatie, il est toujours important d'être précis. Je vais peut-être commencer plutôt que... Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais avant peut-être d'élaborer ce que l'on peut dire sur ça, moi je voudrais donner ce que c'est que la souveraineté. Alors nous sommes une entreprise. Nous, par essence, la souveraineté, c'est la liberté de choix en tout état de cause. C'est-à-dire donner la capacité aux citoyens, aux entreprises, aux gouvernements, aux collectivités locales, d'avoir la possibilité de choisir en comprenant en toute transparence, dans quel contexte ils sont. Pour nous, c'est ça la souveraineté. Ce n'est pas du protectionnisme, ce n'est pas de l'exclusion, ce n'est pas d'exclure des... Non, c'est en revanche de mettre en place un cadre qui va permettre à tous les acteurs de comprendre pourquoi ils peuvent choisir. Et si vous n'avez plus de possibilité de choix, parce qu'il y a des acteurs qui sont omnipotents, ou parce que les algorithmes sont des black box dans lesquels on ne comprend plus qui manipule qui, eh bien, ce n'est plus de la souveraineté. Alors, si on va un peu plus loin dans la souveraineté, pour nous, cette fois-ci, en tant qu'industriels, nous voyons deux types de souveraineté. Le premier, c'est la souveraineté des données, et le deuxième, c'est la souveraineté technologique. Et ce n'est pas qu'on veut faire une différence entre les deux, parce que bien entendu, elles sont fortement liées, mais pour essayer de comprendre ce que nous voulons faire, nous, en tant qu'acteurs économiques et acteurs d'innovation, il y a bien entendu les deux cas. Le premier, c'est la souveraineté des données. Nous, on a la conviction que les données, aujourd'hui, c'est au cœur du vivant. C'est aussi important que l'écologie, c'est aussi important que l'alimentaire, c'est aussi important que l'industrie, c'est aussi important que l'énergie. Nos vies sont affectées au quotidien, nos démocraties sont affectées au quotidien, et ce n'est pas en ce moment, quand on sait que ces événements tragiques qui sont à l'est de l'Europe sont en train de passer, je peux vous dire que tout ce qui est autour de la cyberattaque, au niveau de la manipulation de l'information, prouve que oui, la souveraineté des données est un enjeu qui est un enjeu géopolitique, éthique, au-delà d'être un enjeu économique. Bien entendu, les jeux économiques, on sait qu'il y a des acteurs qui ont fait une fortune sur les données, qui valorisent les données. Mais là, on est au-delà de ça. Et donc, il est indispensable pour nos démocraties que nous ayons aucun compromis. Pourquoi aucun compromis? Parce que les compromis deviennent des compromissions sur la souveraineté des données. L'Europe s'est dotée de législation sur le RGPD, sur la protection des données individuelles, qui devrait être l'honneur de l'Europe au niveau du monde. Nous sommes les seuls à le faire, c'est encore une minorité. Si vous comparez avec, par exemple, la conception chinoise des données et de la protection des données chinoises, je ne sais pas si c'est ce que nous voulons pour nos démocraties. Ou en tout cas, ce n'est pas ce que je veux. Et donc, il est indispensable que les acteurs, tous les acteurs, respectent le droit européen. Et donc, d'une certaine façon, quand vous demandez ce qui est à faire, la première chose que nous demandons, c'est de respecter le droit européen. Personne n'est au-dessus des lois. Tout le monde doit respecter la RGPD. Et ce n'est pas 17 millions d'euros de pénalité de la CNIL irlandaise, c'est trop faible. On peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires et il faut pénaliser les gens qui ne respectent pas ce qui est aujourd'hui primordial. Et donc il ne doit y avoir aucun compromis sur la souveraineté des données. Mais je pense que malheureusement, nous n'aurons pas, nous, une souveraineté des données, c'est-à-dire une liberté de maîtriser nos données et de savoir que nous pouvons ne pas être manipulés par des tiers s'il n'y a pas une souveraineté technologique. Alors c'est quoi la souveraineté technologique? C'est de faire en sorte que l'Europe ait la maîtrise sur la totalité du stack, hardware, composants, solvants, software, intelligence artificielle, d'un certain nombre de briques d'éléments qui lui permettront de faire en sorte qu'il ne soit pas points et liés avec des acteurs qui imposent leur modèle. On le voit en ce moment, toute la tension qu'il y a sur les composants. Alimenter des composants arrête des chaînes de production de voitures en Europe. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui les capacités technologiques et les capacités industrielles à être capables de produire en Europe suffisamment de chipsets. Et donc ça a un impact sur nos économies, ça a un impact sur nos emplois, ça a un impact sur notre futur, sur ceux de nos enfants. Et donc il faut aujourd'hui qu'on ait une vision à long terme, européenne. Je pense que là, il faut qu'on ait aussi l'humilité de comprendre que chaque pays tout seul dans son coin n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'initiatives. Il faut les coordonner. Les écosystèmes américains, les écosystèmes chinois sont extrêmement puissants. Ils ont, comme on dit dans un bon français, deep pocket. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent.
Et donc oui, l'Europe doit ensemble, concerter, avec les acteurs européens, être capable de définir, depuis le solvant dans le chipset, à 4 nanos, jusqu'à l'intelligence artificielle. Et l'illusion est de croire qu'on ne restera qu'en haut, sur la valeur ajoutée software. Si vous ne maîtrisez pas ce qui est en dessous, on l'a vu sur les masques, on l'a vu en ce moment pour le blé, vous ne pouvez rien faire. Et donc c'est indispensable que l'Europe se donne sur une vision. Et ce n'est pas une vision à 1 an, ce n'est pas une vision d'un mandat, c'est une vision sur 10, 15 ans pour rétablir un contrôle d'une partie de notre destin. Et là encore, ce n'est pas une vision dans laquelle on veut maîtriser la totalité de la chaîne, c'est d'avoir un équilibre. Est-il acceptable qu'aujourd'hui 3 acteurs possèdent 80% des données du cloud en Europe? Non. Il faut qu'il y ait des alternatives. Ces alternatives existent. Giga en Espagne, Aruba en Italie, OVH Cloud. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour revenir sur votre point, il n'est pas trop tard. L'Europe a les talents. L'Europe a les acteurs. L'Europe, je l'espère, a la volonté politique. Elle va avoir de plus en plus la régulation. La guerre n'est pas terminée. Quand je dis guerre, excusez-moi, parce que c'est un peu difficile en ces moments de parler de guerre, mais non. Et donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons, nous modestement en tant qu'OVH Cloud, nous défendons cette position d'un pure player cloud ouvert, réversible, transparent, respectueux en protégeant les données, permettant de faire en sorte qu'on ait tous les outils de cybersécurité pour protéger les données de nos clients, dans lesquels nous ne sommes pas en train d'outrepasser les lois locales, et nous sommes présents sur 4 continents, et nous pensons qu'il est indispensable qu'ensemble, nous soyons capables de continuer à implémenter ces nouvelles réglementations, comme le disait Mathieu. C'est important parce que oui, il faut que l'Europe se Et je pense que la régulation fait souvent peur. On régule les bananes, on régule, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de régulation aux États-Unis sur le cloud qu'en Europe. Parce que souvent, on entend dire que si on régule, nous, le cloud en Europe, eh bien, on va avoir un Internet de 3e zone. Il y a plus de régulation aujourd'hui en Chine sur le cloud qu'en Europe. Et donc, il faut comprendre que oui, il faut des régulations qui fassent respecter les valeurs européennes et qui fassent respecter les règles du jeu. Personne n'est au-dessus et personne ne doit créer des monopoles de fait. Et nous continuerons à investir massivement. Nous étions la première licorne en France. Nous sommes rentrés en bourse cette année. Nous avons levé beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Nous versons 0 dividende pour continuer à, aujourd'hui, proposer des solutions avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, dans des conditions qui sont respectueuses du droit et respectueuses de la protection des données et de la RGPD, des solutions. Car oui, de notre rôle, c'est d'être innovant, performant, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des gouvernements, nous avons besoin de commandes publiques, nous avons besoin des grandes entreprises européennes. Pourquoi systématiquement elles rêveraient sur la Californie? Non. Aujourd'hui, l'essentiel des achats se font sur les États-Unis. Pourquoi? Aux États-Unis, l'essentiel se fait aux États-Unis. En Chine, l'essentiel se fait en Chine. Pas de manière exclusive, mais de manière équilibrée. Et je pense que quand nous serons capables de restituer un équilibre, et nous en avons les moyens, nous avons les talents, les grands laboratoires d'intelligence artificielle, il y en a plein en Europe. Les capacités aujourd'hui, d'universités, de grandes écoles dans tous les pays européens sont reconnus comme les meilleurs enseignements dans l'IT. Eh bien, il faut faire confiance à cet écosystème. Il existe des champions aujourd'hui, certes petits, mais extrêmement volontaires. OVH Cloud en est un. Nous participons, nous, dans un écosystème européen pour proposer ensemble des solutions. Et c'est pour ça que non, loin s'en faut. Non seulement ce n'est que le début, mais surtout, ça va s'accélérer. Vamos cada vez más. Alors, ça va s'accélérer, merci beaucoup, ça va s'accélérer. Alors, voilà, nous sommes à temps, hein, on a besoin de tout le monde, hein, on le disait à l'instant, on a besoin de tout le monde, bien évidemment, les entreprises. On a besoin des entreprises pour offrir cette liberté de choix, hein, de donner la capacité aux gens et aux entreprises de pouvoir choisir. Alors, dans ce contexte, Pilar, j'en profite pour te demander, parce que on parlait de ce rôle des entreprises qui est fondamental, quel rôle joue, d'après toi, donc, Atos, par exemple, des entreprises comme Atos, sur les secteurs technologiques, les cybersécurité, cloud et d'autres aspects pour aider à atteindre ces objectifs de souveraineté numérique, hein, comme nous disait Michel, nous sommes à temps encore. Nous sommes à temps, nous avons les talents, on vient de nous dire. Alors voilà.
Merci avant toute chose, merci d'avoir organisé ce forum. Je pense qu'on apprend tous ici. Et à vrai dire, aujourd'hui, en prenant un petit peu, voilà, pour ma prise de notes, j'avais ça justement, hein, voilà, les problèmes digitaux, les dilemmes digitaux, j'ai sur ma couverture. Et nous avons un dilemme devant nous, effectivement. C'est un dilemme. Nous devons tous faire partie de la solution, parce que le titre de cette séance, souveraineté numérique, oui, et un nouveau cadre pour accélérer l'innovation et la compétitivité. Voilà l'équilibre. Voilà l'équilibre qu'il faut réussir à atteindre dans un monde dans lequel la vie offline, online, comme disait Alberto, fait de plus en plus partie d'une même réalité. On a parlé de la souveraineté numérique, certes. Alors, chaque organisation, chaque gouvernement, chaque citoyen doit être le maître de ses données, mais vraiment le maître, hein, et qu'il puisse, donc, ce citoyen utiliser les données de façon sécuritaire, réversible, compétitive, avec confiance, et que les données sont cet actif qui nous permet de progresser en tant que société. Alors, véritablement, ceci exige voilà, d'avoir le regard large et de voir large et loin. L'Europe est à l'avant-garde. Comment créer ce cadre depuis le tout début d'ailleurs, hein, voilà, le cadre européen a été imité ailleurs, hein, donc la loi sur le règlement de la protection des données, les algorithmes, les stratégies même, hein, en Espagne par exemple, il y a un leadership sur l'intelligence artificielle, les algorithmes verts, comment faire que cette innovation soit de plus en plus durable, ceci nous semble des aspects fondamentaux. Alors on en a parlé et je pense que c'est une façon extrêmement adéquate de l'encadrer. On a parlé du besoin de ce cadre qui viendra ordonner et qui imposera donc une gouvernance sûre et pour tous les acteurs, et le besoin de continuer à pousser cette innovation, à donner ce coup de pouce, parce que le cadre sans contenu ne nous mène nulle part. Alors une entreprise comme Atos, par exemple, Atos est présent dans 71 pays du monde, mais notre cœur est profondément européen, français, hein, et espagnol également. Nous avons en Espagne plus de 6000 employés. Nous sommes présents dans 11 régions espagnoles, 11 communautés autonomes. Nous croyons franchement que l'accès à la technologie et à l'innovation, alors le talent est déjà disponible un peu partout dans notre pays, et nous pensons que nous devons contribuer. Nous sommes le premier intégrateur, je dirais, et la première entreprise en service de cybersécurité en Europe. On a parlé plusieurs fois de la cybersécurité. Nous sommes le deuxième au niveau mondial. Le deuxième, ça exige beaucoup d'efforts d'innovation, de talent, de travailler en permanence. S'il existe un monde dans lequel l'innovation ne dort jamais, c'est la cybersécurité. Alors donc, il faut vraiment y être présent, et il faut pousser et faire ces efforts justement pour être toujours dans les premières positions. Nous sommes le fabricant européen de référence en high performance computing. C'est absolument fondamental pour cette innovation de base qui deviendra de l'innovation appliquée et de l'innovation dans les entreprises et dans l'industrie et dans l'économie. Je veux dire que nous avons une présence très importante dans le réseau de super computing en Europe. En Espagne, nous avons la fierté, hein, CESGA en Galice a implanté le premier simulateur quantique en Espagne, donc main dans la main avec Atos. Voilà l'innovation qui nous permet ensuite de faire en sorte que les choses se fassent. Voilà, nous sommes leaders en décarbonisation également, appliqués à nous-mêmes et à d'autres entreprises. Notre humble contribution, c'est d'être un partenaire, tout simplement, qui mettra cette innovation au service de tous les acteurs et qui en plus aidera les entreprises, les gouvernements et tous les acteurs possibles donc à se transformer. L'innovation n'est pas que du côté des entreprises, de grandes entreprises, je veux dire, mais nous appuyons également, nous soutenons des entrepreneurs, des startups, parce que c'est vraiment le tissu qui va devenir dans le futur, les géants ne naissent pas du jour au lendemain, hein. On ne se couche pas aujourd'hui inexistant et on ne se réveille pas demain en géant. Il y a un écosystème, il y a un substrat qu'il faut nourrir, il y a un substrat qu'il faut nourrir et faire fleurir. Voilà, merci. Il faut faire grandir, effectivement, avec l'innovation.
comme vous venez de le dire. Donc, voilà ce que nous disait Pilar. Nous allons parler de réglementation. Daniel, si tu le veux bien. Alors Daniel, les réglementations de l'Union européenne qui prétendent unifier des politiques de transfert de données entre les différents acteurs qui travaillent dans le domaine communautaire. Et personne ne doute que ceci est fondé sur des bases solides, mais il y a des implications de gouvernance. Bien évidemment, toute entreprise souhaitant faire du business dans la région doit tenir compte de ce sujet. Daniel, va-t-on permettre que le marché se développe comme le disent les participants, et comment le faire si le reste travaille avec ses propres normes? Merci Monica, merci à l'ambassade de nous accueillir, merci à OVH Cloud donc pour cette organisation, merci beaucoup. Nous sommes face effectivement à un grand pari, un très grand pari pour établir un cadre de régulation, un cadre juridique qui apporte des certitudes, qui doit apporter de la certitude sur ce marché européen des données, ce marché digital. En même temps, il y a des inconnus, d'après moi. Il y a des inconnus dans ce processus de définition, donc dans les régulations, et il nous faut une vision d'avenir, et il faut qu'on le voit avec de la distance, de la perspective. L'Europe est consciente, effectivement, de l'importance des données. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Les données qui peuvent offrir donc cette souveraineté dont on a déjà parlé, hein, pour pouvoir profiter et mettre à profit cette valeur. Voilà des aspects extrêmement importants pour l'économie, pour la santé et pour tous les domaines de l'économie. C'est un travail difficile, coûteux. Il y a donc des doutes qui émergent. Effectivement, il y a des obstacles qui se lèvent devant nous et il faut y travailler. Et je dirais que nous sommes en train de développer, outre les régulations, un ensemble de standards technologiques qui doivent accompagner les régulations pour pouvoir établir tous ces principes sur lesquels se base le marché européen des données, et pour que l'on puisse développer les bases solides qui permettront au marché de se développer et de pouvoir accueillir les entreprises et tous les maillons de la chaîne. Alors, pour répondre à ta première question, bien évidemment, oui, je dirais oui, les régulations, même si elles sont difficiles et coûteuses, compliquées, elles vont favoriser le fait que les entreprises puissent se construire sur des bases solides et pouvoir évoluer sur ces fondations. Alors, quant au processus d'adoption de ces régulations et de formation de ces régulations, c'est là effectivement que les doutes surgissent. Voilà, le moment est grave, comme on disait, le marché des données est là. Hein, on ne peut plus attendre, on ne peut pas attendre à ce que les régulations soient adoptées et à ce qu'elles soient transférées dans chacun des pays. Le marché est déjà là et il y a déjà bon nombre d'acteurs sur le marché qui développent des initiatives, qui travaillent pour pouvoir devenir des standards de fait. Alors, bien évidemment, au vu de l'inexistence de ces régulations qui ne sont pas encore implantées, eh bien voilà, il faudrait que l'on puisse choisir ces solutions. Alors, peut-être que là, le moment du marché est, pour répondre à la phrase de divise et tu vaincras, peut-être que les acteurs essayent de diviser, parce que les acteurs peuvent voir une menace, peuvent voir dans le changement de régulation une menace, qui ferait changer le statu quo du marché et qui permettrait de réordonner un petit peu le positionnement en Europe. Et ces acteurs, peut-être, tout simplement, essayent de diviser, effectivement, voilà, ces forces de marché qui sont là. Le marché est gigantesque. Hein, on en a déjà parlé, il est énorme. Il est très important de défendre le droit des personnes, le droit des entreprises européennes, et ceci est au-dessus et au-delà du marché même, je dirais. Il faut donc être persévérant. Et personnellement, alors comment faire si le reste continue à travailler avec des normes qui ne sont pas les normes européennes? Moi, je pense qu'il nous faut un processus progressif. Hein, les normes doivent continuer d'être définies. Il faut persévérer, aller dans ce sens-là, il faut les implanter de façon progressive et faire en sorte que les opérateurs qui souhaitent travailler avec les données européennes, principalement avec les données européennes, eh bien, qu'ils les implantent progressivement, et ceux qui ne pourront pas les implanter ou qui ne voudront pas les implanter restent en dehors du marché. Alors, ils ne seront pas expulsés, on l'a dit ici, on ne va pas obliger à choisir un fournisseur ou un autre, simplement
l'utilisateur, l'entreprise doit pouvoir être libre de choisir. Mais celui qui aura un label européen et qui respectera effectivement tout ça aura un avantage compétitif sur ce marché par rapport au reste des concurrents. Alors, les aides économiques, enfin, voilà, par rapport aux opérateurs, il y a beaucoup de choses à respecter et ça pourrait impacter le coût donc des utilisateurs finaux si on souhaite que les réglementations, si on souhaite que les principes européens soient consolidés, il est nécessaire donc de motiver, de stimuler en fait ces infrastructures et par conséquent que les utilisateurs finaux n'en subissent pas l'augmentation des coûts et que voilà, pour moi, il y a 3 éléments sur la façon dont il faut suivre et poursuivre. Voilà, donc sur ce domaine, d'abord, continuer à développer les standards, les régulations building blocks qui nous aident à construire tout ce cadre de régulation et la mise en marche de services qui seront compatibles ou compliance avec ces réglementations. Deuxièmement, développement d'un écosystème technologique, écosystème qui permet la création d'entreprises compétitives, aussi bien en coût qu'en qualité des services fournis, tout en respectant bien évidemment toutes ces régulations. Et troisièmement, stimuler au sein des entreprises, au sein de la population, l'utilisation, donc stimuler l'utilisation de services qui respectent bien évidemment les principes et les régulations européennes. Extrêmement intéressant. Merci Daniel. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as expliqué. Il y a des inconnus. Tu nous as dit, oui, certes, mais il faut éviter ce divise et tu vaincras avec ces standards. Et voilà, tout en étant compliance avec une vision d'avenir. On connecte en direct à de nouveau. On revient avec Mathieu. Mathieu, on disait tout au début que l'Union européenne cherche et recherche cette possibilité de reprendre le contrôle de l'ère digitale, en se basant sur des acteurs européens. Et pour ce faire, l'Europe est en train de définir le cadre qui régulera l'économie digitale. On a fait mention ici la Data Governance Acta, l'intelligence artificielle. Et un des défis que doit affronter l'Union européenne, c'est la fragmentation. Alors, d'une certaine façon, Mathieu, la France, en tant que président du Conseil, la France promeut cette harmonisation des normes. C'est bien ça, hein ? Alors tout à fait, on a, je pense, franchi aujourd'hui complètement le cap de dire est-ce qu'il faut des réglementations nationales ou européennes. C'est au niveau européen que les réglementations du numérique ont du sens et c'est là que se prennent les initiatives qui comptent. On va beaucoup parler cette semaine du Digital Markets Act, la loi sur les marchés numériques en français, puisque un trilogue est prévu demain qui pourrait, ça reste du conditionnel, aboutir à un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Et ça, je pense que ce serait une avancée importante parce que le but de ce texte, c'est vraiment de fixer les règles, fixer le cadre pour un fonctionnement équitable, contestable, créer un cadre qui soit véritablement équitable pour tous entre les grandes plateformes, les grands géants du numérique et des acteurs plus petits qui poussent, qui innovent, mais qui se trouvent freinés par ces grands acteurs qui protègent leur position tout simplement. Donc, nous avons là un enjeu absolument essentiel, y compris dans le secteur du cloud dont nous parlons aujourd'hui. Et on a eu beaucoup de discussions avec les acteurs de ce secteur. Mais c'est un très bon exemple de ce que l'Europe pourrait être capable de faire pour fixer des règles pour les 10, 15, 20 prochaines années, en étant la première à traiter ce sujet, et d'ailleurs en inspirant les autres, puisque dès aujourd'hui, on peut constater qu'à Washington, des discussions sont en cours qui ressemblent fortement à celles que nous avons à Bruxelles sur le DMA. On a donc aujourd'hui une capacité de l'Europe à inspirer sur ces sujets-là, mais à condition de prendre les sujets au niveau européen, à condition de les travailler aussi avec une certaine agilité et une rapidité. Le DMA, c'est un texte qui a été mis sur la table en décembre 2020. Donc c'est relativement rapide à l'échelle des régulations européennes. On n'est pas comme sur le RGPD, un texte dont la négociation a pris 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc on a, je pense, un coup important à jouer pour poser ces règles
Et c'est évidemment au niveau européen, parce qu'il faut avant tout prévenir cette fragmentation du marché européen qui est notre handicap structurel et qui force nos entreprises, lorsqu'elles se lancent sur un nouveau service, à traiter État par État le déploiement commercial, ce qui les conduit parfois à privilégier la bascule vers les États-Unis, où soi-disant l'accès au marché est plus simple. Ce n'est pas toujours vrai. Pour obtenir de la croissance. Nous voulons que les entreprises européennes puissent se développer rapidement. Donc c'est le cas avec le DMA. Le Digital Services Act, qui est en cours de négociation aussi, va harmoniser un certain nombre de règles liées à la responsabilité des plateformes et va être, je pense, un facteur positif également pour l'équilibrage et l'harmonisation des règles en Europe. Et nous avons encore beaucoup de chantiers, et notamment celui sur le Data Act, qui vient d'être présenté il y a un mois exactement, avec pour objectif de protéger et valoriser les données des entreprises européennes, d'en faciliter le partage et la réutilisation à l'échelle européenne. Là aussi, nous devons absolument faire avancer ce chantier. C'est la même chose sur l'intelligence artificielle, un chantier qui était très important pour la présidente von der Leyen. Elle avait annoncé qu'elle allait en faire une de ses priorités. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu et le texte est assez touffu et pose beaucoup de sujets nouveaux sur la table, ce qui fait qu'il faut qu'on en fasse un texte ambitieux, innovant, européen et profondément harmonisant, bien entendu, mais avec un équilibre régulation-innovation qui est le cœur de cet enjeu. Donc, évidemment, tout ce que nous promouvons en tant que présidence française du Conseil, mais même plus généralement la vision qu'on porte sur l'avancée du numérique, c'est que c'est au niveau européen qu'on a une chance de fixer des standards à la fois réglementaires et puis même pour Gaia X plus techniques et opérationnels qui s'imposent dans le monde et qu'il faut avoir cette vision et cette ambition européenne qu'on continue donc de porter très largement. Effectivement. Tout à fait. Il faut poursuivre. Effectivement. Merci beaucoup Mathieu. Alors, harmoniser des règles, voilà un facteur, voilà une étape fondamentale, un facteur positif. Il faut continuer à avancer et cette capacité européenne est inspiratrice. Michel, alors tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de talent en Europe, tu nous l'as dit. Dans le cas de OVH Cloud, comme un des seuls fournisseurs de cloud d'origine européenne sur ce marché, dominé par des hyperscalers américains, quels sont les défis principaux auxquels font face les organisations européennes lorsqu'il s'agit de gérer ces données? Sont-elles conscientes, ces entreprises, enfin les clients sont-ils conscients qu'ils sont impactés par des lois extraterritoriales ou par des dépendances technologiques non contrôlées? Merci. Il y a plusieurs éléments dans votre question. J'ai commencé par le côté est-ce que les entreprises, les acteurs publics, les collectivités locales sont conscientes des enjeux autour de ces sujets de données de cloud? La réponse est pas tout à fait. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est techniquement compliqué. C'est compliqué. Et deuxièmement, certains acteurs font tout pour que ce soit encore plus compliqué, encore plus abscon, et que la transparence n'est malheureusement pas. Vous savez, dans l'alimentaire, par exemple, on veut la notion de traçabilité sur qu'est-ce qu'on achète et comment on achète. La traçabilité, la réversibilité, la transparence dans le EVR du cloud n'est certainement pas aujourd'hui. Et donc je pense que malheureusement, il y a beaucoup de pédagogie, d'information, mais aussi d'exigence à avoir de la part des acteurs pour justement aider les entreprises à pouvoir choisir en tout état de cause ce qui se passe. Et j'ai envie de dire qu'on a mis un mécanisme aujourd'hui dans les entreprises où vous choisissez par défaut. C'est un peu le syndrome des années IBM des années 80, vous savez. Finalement, on choisit, bah ouais, j'ai des grands noms. Alors, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas leur faire de la pub, mais je les choisis parce que je sais que moi, en tant que directeur informatique, si je les choisis, je ne prends pas de risque. J'ai plus de risques à prendre peut-être un acteur un peu plus innovant ou un peu plus méconnu. Et donc oui, il y a beaucoup de travail. C'est de notre responsabilité collective. Et donc c'est à nous de faire l'effort. C'est pour ça qu'OVH Cloud, aujourd'hui, on est dans le top 10 mondial. Alors on ne se compare pas à ces acteurs-là, hein. On est dans le top 10 mondial. On est très fiers de ça et en même temps, on connaît notre position. Aujourd'hui, on a 33 data centers dans le monde.
On a des data centers en Asie, on a des data centers aux États-Unis, au Canada. Nous concevons, nous construisons nos serveurs nous-mêmes. Nous les concevons. La R&D est en Europe. Donc on n'est pas aujourd'hui dépendant de sous-traitants qui sont quelque part chez Shenzhen qui vient d'être bloqué. Ou non, on a la chance aujourd'hui d'avoir une indépendance, donc une souveraineté de notre R&D développée. Nous avons la chance de continuer à croître, de croître partout dans le monde. On va ouvrir un nouveau data center en Inde. On est à 14 projets de data center dans le monde aujourd'hui dans les 3 prochaines années. On recrute 100 personnes par an. Et donc on fait beaucoup d'efforts d'investissement. L'essentiel de nos investissements sont dans l'innovation, autour de, bien entendu, du hardware, mais du software. On est très présent dans la communauté open source, puisqu'une grande partie de nos systèmes sont autour de l'open source, parce qu'on pense justement que c'est une façon de montrer la transparence. Et notre positionnement reste le même. Nous sommes un pure player de cloud, qui offront des solutions, si possible, et je le crois, innovantes. Quand on voit, on a 1,6 million de clients aujourd'hui dans le monde, donc ça prouve qu'on quand même on y arrive, qui sont réversibles, transparentes, et qui proposent du multi-cloud et de l'hybrid cloud. Mais ça ne suffit pas, parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ces acteurs-là ont une position qui est parfois un monopole de fait, en non-transparence. Et donc, nous pensons qu'une des réponses que nous devons apporter, nous, en tant qu'acteurs, et c'est pour ça qu'on crée ce type d'événement, c'est que nous devons participer à un écosystème qui va établir les règles du jeu pour garantir un marché équitable, innovant. Les monopoles sont contre l'innovation. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Sénat américain quand il parle des hyperscalers. Quand vous avez 1 ou 2 acteurs, ils tuent l'innovation. Et souvent, ils ne respectent pas vraiment le client. Et donc, nous pensons que nous avons, modestement, un rôle pour travailler avec les écosystèmes et des partenariats pour faire justement émerger ça. Nous sommes membres fondateurs et au conseil d'administration de Gaia-X et nous militerons très fortement parce que nous pensons que Gaia-X, l'essence de Gaia-X, et il faut pas la... On a annoncé qu'on serait très vigilant pour pas qu'on perde l'objectif de Gaia-X. Gaia-X, c'est de définir des standards d'interopérabilité et de transparence dans le cloud. C'est ça l'objectif. C'est un objectif un peu technique, mais c'est capital. Et nous ne ferons aucun compromis. Et il ne faut pas que certains acteurs essayent en ce moment, et on a fait le choix d'accueillir tout le monde dans cette initiative, parce qu'il faut être accueillant quand on veut être transparent. Mais en même temps, il ne faut pas que certains acteurs essayent de dévoyer la mission de Gaia-X. Et c'est ça la ligne rouge aujourd'hui sur la participation de Gaia-X. De la même façon, nous travaillons aujourd'hui beaucoup avec la Commission européenne, avec les gouvernements, sur comment on peut contribuer sur le Data Act. On sait que le Data Act va être capital sur la réversibilité et l'interopérabilité entre les différents Cloud Acts. Et le diable sera dans les détails. Comment nous, modestement, nous pouvons contribuer, c'est essentiel. Mais nous voulons aussi avoir notre part de marché, bien entendu, on développe des produits, mais aussi de travailler dans l'écosystème européen. C'est pour ça qu'on a mis en place 5 grands programmes de partenariat au niveau européen, avec les startups, avec les éditeurs de logiciels, avec les intégrateurs. Alors Atos est un grand partenaire, c'est pas le seul, parce que nous pensons que les exclusivités sont toujours dangereuses. Nous voulons des modèles ouverts. Et donc aujourd'hui, en Espagne, par exemple, on développe un startup programme pour aider les startups à utiliser, en respectant la réglementation européenne, en respectant les valeurs européennes, l'utilisation du cloud dans un modèle qui va leur permettre de déployer et se le faire de manière équitable, juste, à long terme. Et qui va faire qu'ils ne vont pas être, parce que c'est ça un des problèmes, et on l'a vu, que dans 5 ans, tout parte. Et que toutes les startups soient rachetées par des acteurs anglo-saxons. Et donc nous essayons de travailler aussi avec les éditeurs de logiciels. Pourquoi? Parce que quand vous avez un logiciel de santé qui ne respecte pas la RGPD, vous êtes dans l'illégalité. Et tout ce qui s'est passé autour du Privacy Shield montre aujourd'hui que malheureusement, beaucoup de nos startups sont dans l'illégalité. Et donc nous voulons proposer des solutions. Nous ne ferons qu'ensemble. Et donc OVH Cloud aujourd'hui, non seulement bien entendu, continue à investir des centaines de millions d'euros dans notre R&D, on a plus de 1500 développeurs hardware et software aujourd'hui chez OVH Cloud dans l'ensemble des solutions. Nous allons continuer à investir. Principalement, nos centres de recherche sont en Europe. On a un centre au Canada, mais tous nos centres de recherche sont principalement en Europe, parce que nous pensons aujourd'hui que nous avons les talents, et qu'avec cet écosystème de start-up, d'éditeurs de logiciels, d'intégrateurs, nous pouvons créer un environnement qui permettra, à travers les régulations de Gaia-X, enfin régulation, les standards de Gaia-X, à travers le respect des régulations de DMA, DSA, Data Act,
mais également tout ce qui est autour du respect du RGPD, eh bien nous pourrons créer un écosystème qui va faire en sorte que oui, la souveraineté va se créer, cette fois-ci par l'offre, la capacité de proposer des alternatives, et des alternatives qui sont viables, qui créent des emplois. Dans le cloud, il y a 500 000 emplois en jeu en Europe. Où sont-ils? Où seront-ils? Et quelle est la valeur ajoutée de ces 500 000 emplois? Est-ce que nous serons sous-traitants, comme certains essayent de le faire, d'acteurs dans lesquels nous n'aurons que la petite valeur ajoutée, dans lequel une partie d'ailleurs des taxes ne part pas parce qu'elles partent plutôt aux Bermudes que localement, où nous avons, nous, l'écosystème de garder une grande partie de ces emplois, de cette valeur ajoutée, pour continuer à développer, créer une souveraineté dans un univers ouvert, non protectionniste, mais en revanche équilibré, dans lequel le rapport de force permettra à l'Europe de continuer à se développer, créer des emplois. Et moi qui suis peut-être le plus âgé de l'Assemblée, pour mes enfants, je pense que c'est ça l'idéal que nous devons proposer. Es fundamental, sin duda. C'est fondamental, sans aucun doute. Merci Michel. Merci. On parlait de Gaia X. Alors, on va y aller de plein droit. Donc, Gaia X, c'est un des plus grands paris d'Europe en matière de souveraineté de données. Alors, il est vrai que il y a encore des doutes sur la définition, sur les fonctions. Daniel, c'est un grand fournisseur de cloud européen, alternative aux hyperscalers. C'est une alternative. Quelle serait un peu, dans ce cas, l'approche la plus adéquate? Alors je pense qu'on a déjà donné beaucoup d'infos sur Gaia X, sur ce que c'est, mais en effet, si on fait un petit peu d'histoire, on va voir que soit on a mal compris, soit on l'a mal communiqué, ou quelqu'un, de façon bien intentionnée, a voulu faire en sorte que le message de Gaia X soit compris comme quoi l'Europe va créer un hyperscaler qui va expulser les Américains, les Chinois de notre marché. Pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. On peut dire que Gaia X c'est beaucoup plus que tout ça et beaucoup moins que tout ça. Alors Gaia X ne va pas disposer d'aucune infrastructure en propre. Elle va beaucoup plus loin. Standard, régulation, modèle de référence, pour que toutes et tous respectent la loi, qui sera au-dessus de tout ça. Les entreprises européennes, non européennes devront s'y tenir, et elle veillera tout simplement au respect des principes de portabilité, interopérabilité, souveraineté. Voilà les trois, disons, charnières de Gaia X. Le seul composant peut-être sur lequel va travailler, c'est la Federation Services. C'est les Federation Services, les composants fondamentaux de base technologique sur lesquels il faut construire toute infrastructure souveraine de données. Et voilà, et sur lesquels seront créés les espaces de données, et tout simplement pour voir comment est-ce qu'on va consommer les services ayant trait aux données. Je veux dire que dans ce sens, Gaia X sera, oui, travaillera sur ces Federation Services. Alors peut-être de plus, il faut dire qu'elle définit les labels, le cadre, on va dire, le cadre qui permettra de définir des labels avec lesquels on pourra homologuer ou certifier les services de traitement de données ou d'infrastructure de données. À l'heure actuelle, c'est une consultation publique, donc le modèle qui a été proposé par Gaia X sur l'établissement de labels. Il pourrait y avoir différentes collections de labels relatives à un secteur, à un pays, et à l'heure actuelle, Gaia X a mis sur la table trois niveaux. Un premier lancement, une première définition qui se focalise sur trois niveaux. Le premier niveau sur lequel il faut déjà assurer donc tous ces principes de transparence, de flexibilité, de portabilité, de sécurité, qui est fondé sur le schéma NISA à niveau 1. Et qui exige le respect de toutes ces réglementations qui sont définies par Gaia X, chez Gaia X. Un deuxième niveau, on passe au schéma de niveau 2 des NISA, et on exige aux fournisseurs de services qu'ils offrent à l'utilisateur, que le service soit logé en Europe. Voilà. Et le niveau 3, finalement, qui est le niveau de souveraineté maximum, qui exige
c'est le niveau 3 d'ENISA qui exige l'existence d'une immunité sur des lois non européennes, à savoir que le service ne dépend pas, ne dépend d'aucune régulation non européenne. Voilà, ceci exige que le service soit fourni en Europe et que le headquarters de l'entreprise, que les sièges se trouvent en Europe. Alors, c'est un instrument des labels, ça ne va pas à l'encontre de la loi de la libre concurrence. Chacun est libre de choisir le service qu'il y aura sur le marché, mais on l'a dit tout à l'heure, dans l'alimentation, on a des AOC et tout le monde fait confiance à ces AOC. Ici, c'est pareil. Donc, par cet exercice donc de pédagogie et de développement de régulation, on entend que les entreprises et les utilisateurs doivent tendre vers la consommation de ces services qui respecteront les principes européens et qui, par conséquent, seront certifiés. C'est fondamental, Daniel, effectivement, ce que tu viens de nous dire, ces différents niveaux, effectivement, et avec Agnesa. Alors, Pilar, donc du côté Atos, vous êtes impliqué dans cette initiative, vous êtes un des 22 membres fondateurs de GaiaX, de même que OVH Cloud, et le cloud, entendu comme un bien commun, permettra d'atteindre cette croissance européenne qui permettra donc, de pousser donc l'innovation dans le cloud. Alors, un des objectifs de GaiaX, c'est d'assurer que ces données sont gérées, qu'elles sont protégées selon les réglementations européennes. Sommes-nous prêts d'atteindre cet objectif? Comment l'Europe peut-elle accélérer ou s'assurer davantage qu'elle va donc sur ces standards tout en promouvant la compétitivité? C'est un des mots-clés, bien évidemment. En effet, Atos est un des 22 membres, effectivement, de GaiaX, OVH Cloud également, et parmi ces pionniers. Et nous avons eu l'occasion, il y a 15 jours, d'assister à ce moment historique du démarrage de GaiaX à Talavera, en Espagne. Et à vrai dire, je pense que c'est un très bon démarrage. Je pense qu'il est important de mettre en exergue que veut dire GaiaX, que signifie GaiaX pour bien comprendre clairement ce qu'elle va apporter, donc cette création d'infrastructures de données fédérées comme base de l'économie des données européennes. Et chaque mot est important ici. On a fait mention ici de l'interopérabilité. C'est fondamental. Nous sommes tous d'accord sur le fait que les données sont le trésor. C'est l'actif, c'est la richesse, mais les données isolées perdent énormément de valeur. Et les données non discriminées, sans un modèle de gouvernance, sans un modèle de sécurité, sans un modèle d'ordonnancement, disons, de ce partage, eh bien, présente également des défis très très importants. Alors, ce cadre qui va être fourni par GaiaX pour définir cette façon d'interagir avec les données, cette façon en sécurité, de le faire en sécurité, tout ceci va nous approcher, va nous rapprocher de cet objectif et ce sera un levier unique, extraordinaire pour atteindre cette souveraineté, les entreprises, les citoyens, et que tout, que tous soient propriétaires et maîtres de leurs données, qu'ils aient cette liberté. On a parlé beaucoup de liberté aujourd'hui et que ça représente également un accès démocratique. Il ne faut pas le limiter à de grands investissements. Simplement, à la fin, on a également parlé des startups, les petits systèmes, ces petites entreprises ont besoin de l'accès à la technologie et que ce soit quelque chose qui soit tenable également dans le temps. Merci Pilar, merci. Mais il y a quelques jours, cette assemblée constituante de GaiaX Espagne s'est tenue à Talavera de la Reina. Et rappelons-nous que le hub de Gaia Espagne est là depuis le mois de juillet dernier. Alberto, j'en profite pour te poser la question. Quels sont qu'a-t-on fait pour déployer l'économie de la donnée et comment GaiaX peut-elle développer
ces secteurs clés comme le tourisme, le secteur sanitaire. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une réflexion parce que toutes les interventions que vous apportez à la fin, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, elles sont toutes complémentaires en fait. Il y a la partie légale du secteur public qui établit des principes généraux, mais qui n'ont pas atterri encore. Il y a des écosystèmes comme Gaia-X qui te disent comment est-ce qu'on met en œuvre cette transparence, et ils proposent donc ces labels, ces standards. Ils proposent des façons de faire pour créer cet écosystème et pour lui permettre un atterrissage. Alors, il n'y a pas que le sujet des différents niveaux et comment chacun des écosystèmes interagit pour créer cet écosystème de données. Il faut tenir compte du fait qu'on ne parle pas qu'au niveau européen, mais également au niveau espagnol, de législation, de standards, de règles, de normes, soient-elles légales ou contraignantes ou non contraignantes. On parle de financement également. La Commission européenne a un programme de financement, le Digital Europe Programme, qui est là pour financer la création de ces espaces de données, de ces clouds interopérables, de partage. Comment est-ce qu'on crée cet écosystème en Europe? Mais en Espagne, nous avons un plan de récupération également qui va être financé, qui va financer des cas d'utilisation, comment déployer. Je veux dire, il est important que l'on voit toutes les arêtes, si j'ose dire, de cette situation polynomique. Comment est-ce qu'on va atterrir cette souveraineté de la donnée? Parce que si on regarde derrière nous, en 2018, lorsqu'on a approuvé le règlement général de protection de données, on a approuvé une loi. Point. Et personne ne savait comment la faire atterrir. Ici, on est déjà une étape par devant et l'écosystème est en train de dire comment fait-on. L'écosystème est déjà là. On va être beaucoup plus fort lorsqu'on aura cette législation parce qu'on aura également la façon de l'atterrir. Voilà, de façon opérationnelle. Et si je passe maintenant à Gaia-X, le hub espagnol, alors juste pour finir, je dirais que j'aimerais vraiment être fier de ça parce que l'écosystème espagnol va vraiment participer à fond. Le 14 juin, on a lancé la MDI, et le 14 juillet, pardon, et entre le 14 juillet et l'événement de Talavera, on a compilé une base de données de plus de 400 entités qui veulent faire partie de ce hub. Alors, en quelques mois, en 2 mois et demi, avec un groupe de promoteurs motivés qui voulaient contribuer, qui voulaient en faire une réalité, on a réussi à publier des statuts neutres qui laissent que tout le monde puisse s'exprimer et qui embrassent également les PME. Les PME sont une partie essentielle du tissu économique espagnol. Elles doivent faire partie, les PME, de la révolution de la donnée ou de la souveraineté de la donnée. Voilà. Donc, ensuite, peut-être que le plus grandiose, si j'ose dire, c'est qu'on a eu quelques 269 participations online et présentielles à Talavera, à l'événement. On a commencé très fort, on pousse fort, on a vraiment envie et on sent cette motivation. Et ce n'est pas grâce, si effectivement, le secrétariat d'État effectivement a poussé, mais c'est l'engagement des entités et elles veulent créer quelque chose qui marquera une différence. Et dans ce sens, je suis très fier, franchement, et je veux remercier tout l'écosystème. On va travailler surtout maintenant à la construction de ces espaces de données interopérables avec l'Europe, mais en principe, notamment, c'est normalement, fondamentalement nationaux, des cas nationaux pour développer donc cette architecture de partage qui permettra d'atteindre cette souveraineté de la donnée et de donner l'accès à tes données et de façon juste et en fonction de ce que chacune des entités voudront, chacune des entités qui mettront leurs données à disposition d'autres acteurs. Et voilà, on va essayer tout simplement d'avancer dans ce sens. Et Gaia-X nous a confirmé en tant que leader de données sur le tourisme. On veut avancer aussi sur la santé, d'espace de données sur la santé, parce que nous avons un modèle décentralisé. Donc, il y a beaucoup de compétences par rapport à d'autres États européens. Nous sommes très décentralisés en matière de compétences en santé. Et donc, on peut peut-être apporter effectivement notre grain de sable, justement, à ce travail. Il y a une partie très importante également, intéressante en tout cas, c'est l'utilisation des données pour le bien commun, les données sociales. Les données ne doivent pas être là que pour l'économie. Il faut que ces données aident à créer de meilleurs services publics, de meilleures politiques
politique, aider des secteurs tiers, la recherche médicale, que sais-je encore. Ça doit faire partie de la valeur de Gaia X en tant qu'organisation. Et dans notre cas, le hub espagnol apporte à l'économie et à la société. Merci beaucoup. Merci. Merci Alberto, sans aucun doute. Voilà, on a vraiment envie, hein, tu l'as très bien dit, on a vraiment envie de créer quelque chose ensemble. On m'a déjà communiqué des questions du public, hein, online et de façon présentielle, et je vais communiquer donc les questions. Hein. On vous demande d'être très très rapide parce qu'on a très peu de temps, hein, malheureusement, même si le débat est extrêmement intéressant. Hein. Je vais traiter la première question et qui voudra répondra. Alors, on nous pose la question online, quelles sont les mesures concrètes et à court terme que l'on peut adopter pour réduire cette dépendance des fournisseurs? Et concrètement, ils parlent des Américains, ils le disent, et les Chinois. Voilà, merci. Qu'en pensez-vous? Cette question, c'est aux entreprises que je la poserai, surtout aux entreprises, à OVH Cloud, donc Atos, qui auront sûrement quelque chose à dire. Michel? Je pense que d'abord, on a un rôle, nous, donc c'est à nous de faire quelque chose pour pouvoir promouvoir. Et puis, moi je le vois bien, hein, lutter contre la tendance du défaitisme, et comme je le disais, du tout venant. Faites confiance à vos entreprises, comme nous faisons confiance aujourd'hui dans nos institutions européennes. Nous avons la chance d'avoir des grands industriels aujourd'hui, Atos, mais d'autres européens qui aujourd'hui sont conformes. Nous, notre positionnement, c'est d'être conforme au droit européen. Nous sommes pure players, nous ne sommes pas en compétition avec nos clients. Nous n'utilisons pas les données de nos clients pour améliorer, soi-disant, nos propres systèmes pour après être leurs compétiteurs. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Il y a des entreprises espagnoles comme Gigaz, on peut leur faire confiance. Et donc aujourd'hui, oui, je pense que la commande publique, concrètement, alors on parle de, attention, on ne peut pas avoir de préférence, on peut avoir de machin, etc. Mais quoi qu'on en dise, aujourd'hui ça existe en Chine, ça existe en France, pourquoi, ça existe aux États-Unis, pourquoi on ne pourrait pas avoir plus de commandes publiques? Moi je ne demande pas de financement, je ne demande pas d'aide, je demande du business pour nous aider à développer de plus en plus de produits. C'est comme ça que les Américains ont commencé, hein. Il faut savoir que les gros hyperscalers, ils ont commencé par la commande de grosses institutions qui ont mis des milliards de dollars sur la table pour les aider à développer des produits. Donc moi, je ne cherche pas des financements, ni de l'Europe, mais je demande à ce que, effectivement, l'État français, mais aussi en Espagne, la Commission européenne, soit elle-même exemplaire de ce qu'elle veut promouvoir. Et donc, quand il y a un appel d'offres et que nous sommes, comment dire, aujourd'hui à égal, eh bien, oui, faites-nous confiance. Et nous, je peux vous assurer qu'on continuera à investir, on continuera à recruter, on continuera à payer nos taxes en Europe, et nous continuerons à faire en sorte que, oui, nous aiderons modestement, mais déterminés, à faire en sorte qu'il y ait les choses. Je voudrais juste, en revanche, rebondir sur un petit sujet. La localisation des données est importante, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir des données qui sont aujourd'hui en Europe, mais qui ne sont pas souveraines. Il faut comprendre que le droit, le problème aujourd'hui, c'est que les États chinois et les États américains se sont dotés de droits extraterritoriaux qui font que les données, même si elles sont en Europe, ne sont pas sur le statut. Donc je donne juste une analogie. Vous avez un jardin qui est quelque part en Espagne, mais parce que vous êtes chez un locataire ou un propriétaire qui n'est pas espagnol, le droit de votre jardin, il est américain. C'est ça aujourd'hui les lois extraterritoriales. C'est extrêmement puissant. C'est le fameux Cloud Act. Mais il y a encore plus fort, il y a le FISA. Donc je veux faire attention parce que parfois on nous dit « Ah ben il suffit d'avoir un data center dans un coin, dans un pays, puis on règle le problème. » Non. Il faut aussi avoir les règles de souveraineté qui sont des règles légales et des règles de droit, des droits de maîtrise des technologies. Et autrement, c'est illusoire. Et en ce moment, il y a beaucoup de bypass qui sont faits par certains acteurs pour faire croire que vous êtes souverain parce que vous avez un data center, mais ça ne l'est pas. Voilà, je me permets de le faire. Et sachez que oui, nous, en tout cas, on continue à investir, mais on a besoin de vous tous. Sin duda, todos tenemos que... Sans aucun doute, on doit tous faire partie, effectivement, voilà, de cette aventure. On doit tous, ensemble, pousser dans la direction. On va passer la dernière question avant la clôture. Outre la réglementation européenne, est-ce que l'Espagne va-t-elle travailler à une régulation supplémentaire pour protéger les données espagnoles et contribuer avec notre autonomie, à contribuer à notre autonomie? Alors, dans ce sens, on a...
on a la clôture de cet événement par la secrétaire d'État. Je préfère qu'elle réponde, bien évidemment, sur le positionnement espagnol en matière de données, bien évidemment. Mais en tout état de cause, il faut savoir que nous faisons partie d'une équipe, c'est l'équipe européenne, et il faut que nous ayons des normes européennes et que l'Union fait la force. C'est le plus important. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette question et superbe question pour justement, voilà, faire le lien avec la fin de cet événement. Merci à toutes et à tous. Merci à tous nos participants. Merci Mathieu d'avoir été dans la distance avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nouveau et voilà, nous allons laisser passer la parole à Carmen Martin. Donc, effectivement, merci. Carmen, merci d'être là. Carmen Artigas, donc secrétaire d'État à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, autorité, toutes les autorités, c'est presque midi déjà, hein, presque midi espagnol, disons. Et voilà, je suis très contente de pouvoir clore justement ce débat extrêmement intéressant auquel nous venons de participer sur les défis que nous affrontons tous dans cette matière. Merci à l'ambassade de France, merci à OVH Cloud, merci d'avoir organisé cet événement et cette table ronde, et merci de m'avoir invité à participer à cette rencontre avec ces experts, à ces voix expertes extrêmement intéressantes. Alors la présidence française du Conseil de l'Union européenne se déroule dans un contexte fondamental pour l'Europe et pour la vie de tous les Européens et des Européennes. Notre souveraineté numérique et technologique est en jeu. Alors l'Union européenne se trouve à un moment décisif pour la conception d'une stratégie digitale commune dans laquelle la souveraineté, comme on l'a dit aujourd'hui, est un aspect fondamental. La course technologique, elle est depuis de nombreuses années déjà une bataille stratégique qui se joue dans le domaine sur le terrain de la géopolitique. Nous sommes devant un nouvel ordre mondial marqué par différents modèles de développement technologique. Les technologies du cloud, de la donnée comme principal actif du XXIe siècle, avec l'intelligence artificielle, sont de plus en plus importants. L'Europe expérimentera au cours des prochaines années une croissance exponentielle, aussi bien dans la génération que dans la consommation des données. 80% des données dont nous disposerons en 2025 n'ont pas encore été générées et on ne peut pas livrer une bataille sur la souveraineté européenne sans comprendre que la souveraineté numérique est une partie essentielle de la souveraineté européenne. Un cadre de gouvernance au niveau européen garantiste avec les valeurs et les droits de notre citoyenneté est un aspect fondamental. Il existe différents modèles aujourd'hui en ce qui concerne le développement technologique. Nous le savons, nous avons un modèle dans lequel les grandes plateformes, les corporations privées contrôlent la propriété et l'utilisation des données. Il y a un autre modèle, bien évidemment, dans lequel les données appartiennent en dernière instance exclusivement donc au gouvernement qui exige un capitalisme de surveillance. Et nous avons la troisième voie, c'est le modèle européen, un modèle dans lequel nous voulons travailler comme faisant partie d'une prémisse claire. Les données appartiennent aux citoyens. Un modèle qui mettra au-dessus de tout le respect aux droits fondamentaux, aux libertés de base des personnes. Un modèle qui soit capable de garantir une série de limites et de régulations, en aucun cas incompatibles avec le développement technologique, avec l'innovation. La réalité ce n'est pas que nous sommes arrivés en retard, mais nous avons raté le premier train. Les données personnelles, le train des données personnelles. Nous sommes prêts à rattraper ce retard et à nous préparer pour gagner et pour récupérer un espace de souveraineté dont on va se réapproprier, c'est sûr. Il y a une lutte encore plus importante, les données industrielles. Voilà le terrain sur lequel l'Europe doit récupérer une souveraineté digitale pour mettre la nouvelle économie au service de nos entreprises et de nos citoyens, de l'économie des données, au service des droits et des garanties pour un bénéfice et pour un bien-être commun. Dans ce sens, la France et l'Espagne, ainsi que d'autres membres européens, nous sommes en phase, nous sommes complètement d'accord sur ce chemin à parcourir. Nous avons signé des déclarations conjointes faisant référence à la création, par exemple, de la création d'un fonds européen, du développement des talents en Europe, du rôle des femmes dans les entreprises.
et pour le renforcement de la cybersécurité. Sur le dernier Mobile World Congress, différentes autorités européennes nous sommes réunis pour analyser les avancements de l'ESNA, donc qui est engagé vis-à-vis de la création d'écosystèmes pour attirer des talents européens. Et nous avons donné la bienvenue en France en tant que membre de plein droit dans cette alliance. Il est donc essentiel que cette présidence française de l'Union européenne suppose un coup de pouce, un point d'inflexion pour la création de ce nouveau cadre au sein duquel on pourra continuer à travailler ensemble, conjointement, en phase avec ces objectifs, et que la politique sur le cloud européen soit un composant fondamental de notre souveraineté technologique et fondamentale. Je veux dire, il faut promouvoir des concurrents européens sur le marché du cloud européen et de développer la circulation transfrontalière de données en augmentant la compétitivité des entreprises européennes pour développer notre souveraineté numérique et la protection des droits fondamentaux comme le sont nos données personnelles et nos données industrielles, tout en travaillant dans un cadre de gouvernance au niveau européen qui sera garantiste vis-à-vis des valeurs démocratiques et humanistes de l'Union européenne, tout en approfondissant, en creusant avec les entreprises européennes dans cette collaboration publique-privée qui est un élément fondamental. Nous sommes absolument engagés en Espagne, absolument engagés vis-à-vis de dans cette direction, et nous avons déjà mis en marche la façon de développer des plateformes propres de données, d'infrastructures technologiques, aussi bien pour renforcer les capacités de calcul, ou le projet Quantum Spain est l'appui, le soutien au développement de l'économie digitale européenne avec tous les règlements européens d'intelligence artificielle qui vont marquer les prochaines années sans aucun doute et les prochaines décennies. Je n'aimerais pas vous dire au revoir sans remercier de nouveau l'ambassade de France en Espagne, OVH Cloud et son organisation, ainsi que tous les experts et les conférenciers qui ont fait partie de ces débats et de ces réflexions extrêmement intéressantes et enrichissantes avec lesquelles nous rentrons chez nous pour continuer à réfléchir à ces politiques qui nous permettront de clarifier une idée. Les données sont des éléments fondamentaux d'une digitalisation orientée à la conception d'une Europe plus compétitive, plus sûre, plus humaniste et plus juste, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, merci de nous avoir accueillis, merci à la secrétaire d'État à la digitalisation, intelligence artificielle du gouvernement espagnol, merci de nous avoir accompagnés de nouveau, merci à toutes et à tous, aux conférenciers, merci, ça nous donne matière à réfléchir, matière à progresser, matière à avancer, et voilà, merci et à très bientôt.